Bien, bien, bonjour à vous tous. Voilà, nous sommes ponctuels, vous êtes ponctuels. Il est donc 11 heures. Pour ce nouveau Facebook Live, alors attendez, je ne vois pas les questions qui pourraient être posées, mais je pense qu'elles ne vont pas tarder à arriver ici. Voilà, je commence à en voir certaines. Il n'y a pas les questions ici. Bon, oui, c'est surprenant. Tu prends ton téléphone. Alors, en attendant que les questions arrivent, donc qui sont ici, je salue Monsieur Bernadez, Monsieur Florence aussi, là ce sont des habitués. Je vais peut-être commencer par quelques petites informations avant d'attaquer certains sujets que je pense vous souhaitez voir abordés. Il y a une première je réponds déjà à cette première question. C'est une question qui vient de m'arriver sur qui prend c'est Khalid là, qui demande, Monsieur le maire, qui prend la décision en commission pour un logement. C'est une bonne question. En l'occurrence, alors c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'être assez court. La ville de Viroflay en fait a un droit de réservation sur 20% des logements sociaux de Viroflay. Et lorsqu'un des logements de ce contingent se libère, c'est une commission composée de 3 élus qui se réunit, dont un élu d'un groupe de l'opposition, pour attribuer les logements. C'est toujours compliqué parce qu'on a entre 5 et 10 dossiers pour un logement la plupart du temps. Donc nous proposons une sélection et un tri, un ordre de classement en fait de 3 personnes, de 3 familles que nous proposons au bailleur social, et c'est le bailleur social qui ensuite fait sa propre commission et décide d'attribuer le logement à telle ou telle personne, et généralement en respectant l'ordre de tri l'ordre de sélection que la ville de Viroflay a pu faire. Donc, croyez-moi, c'est toujours très, très compliqué d'arriver à attribuer ces logements parce que il n'y a pas réellement de critères en fait qui puissent s'appliquer. Le critère d'ancienneté est un critère important dont nous tenons compte. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en résumé. Ça c'était donc pour répondre à votre première question. Je voulais juste vous redire en fait avant de commencer réellement, vous dire qu'on a vu un petit événement un peu sympathique lundi dernier. Il y a eu un tournage à la gare Rive Droite de Viroflay, donc d'un film qui s'intitule Déhanché d'Elvis. Donc avec Karine Viard qui est le plus connu, et Grégory Gadebois. Et ça a mis un peu d'ambiance dans le quartier. C'était assez intéressant. Et voilà, c'est comme quoi la culture continue à fonctionner. En tout cas, les films continuent à se tourner en espérant que les cinémas puissent rouvrir le plus vite possible. Alors, notre Facebook d'aujourd'hui, en fait, va à nouveau être marqué par la question de la pandémie de Covid, puisque c'est encore celle-ci qui est d'actualité et qui marque notre vie quotidienne, avec évidemment le couvre-feu, avec cette menace en quelque sorte d'un confinement, d'un nouveau confinement qui pèse encore sur notre vie quotidienne. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur la question des vaccins, parce que c'est une question qui est encore plus d'actualité depuis le mois de janvier. Je vous rappelle que pour Versailles Grand Parc, les réservations ne se font que par Doctolib ou par le numéro de téléphone national, qu'il n'y a plus aucun créneau disponible actuellement en fait. Et si vous écoutez un peu les infos, si vous lisez les journaux, vous vous rendez bien compte qu'il y a un vrai problème au niveau des doses en France, et donc beaucoup de rendez-vous qui avaient été pris précédemment ont dû être annulés par le centre de vaccination qui se trouve à Versailles. Donc vous pouvez faire
des tentatives sur d'autres centres de vaccination. Ça n'est pas territorialisé, mais néanmoins, en fait, je pense que tous les autres centres sont dans la même situation. Quelqu'un me disait qu'il y avait encore de la place il y a une semaine au centre de Limoges, au centre de vaccination de Limoges, et je suis allé voir, et en fait, il n'y en avait plus du tout non plus. Bon, Limoges, ça fait un petit peu loin quand même de Viroflay. Et cette situation, en fait, du nombre de doses insuffisant ne devrait pas s'arranger avant fin février, voire début mars, puisque je vais vous donner quelques chiffres qui ne sont pas forcément des chiffres très grand public. Au mois de janvier, pour les doses Pfizer, le département des Yvelines était doté de 5000 doses par semaine. Et donc, il y en avait à peu près 600 pour Versailles Grand Parc. Et à partir du 15 février, ce sont seulement 986 doses qui seront disponibles pour tout le département sur cette semaine-là. Sur la semaine suivante, le 22 février, ce sont 1176 doses du vaccin Pfizer qui sont disponibles. Et ça remontera à partir de début mars avec 2598 doses. Heureusement, en fait, d'autres vaccins vont pouvoir vont être mis, comme on dit, sur le marché, et donc devraient permettre d'accélérer en fait cette vaccination. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas prêt de retrouver le rythme que nous avions début janvier. J'ai demain, non pas demain, lundi prochain, lundi matin, j'ai une réunion spécifique sur le sujet de la vaccination avec le maire de Versailles pour examiner toutes les possibilités d'organisation compte tenu de cette situation qui est très très complexe et qui inquiète bon nombre de nos concitoyens. Et je crois savoir que beaucoup d'entre vous souhaitent se faire vacciner. Je rappelle que pour l'instant, ce sont encore que les professionnels de santé et les plus de 75 ans qui sont donc prioritaires pour être vaccinés. Dans ce cadre-là, je vous informe que tous les résidents des EHPAD de Viroflay qui souhaitaient être vaccinés l'ont été, et même certains ont déjà reçu la deuxième dose. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos EHPAD, puisque les EHPAD avaient largement souffert au cours au cours de cette première en fait, phase de pandémie. Je regarde, quelqu'un me demande de monter un petit peu le son, mais je vais peut-être monter ce son-là, peut-être que ça contribuera. Vous me direz si c'est efficace ou pas. Euh, voilà donc un petit peu ce sujet-là, sachant que la situation en termes de statistiques n'est pas est beaucoup moins bonne en fait que la semaine dernière, puisque sur le taux d'incidence pour les Yvelines, il y a 195, c'est 195 pour 10 000 pardon, habitants. Il était de 189 il y a une semaine. Alors, c'est pas très important comme différence, mais la différence est encore plus marquée et très marquée sur le taux d'occupation des lits de soins critiques. En fait, l'ARS appelle ça comme ça. Et donc, c'était 61% du taux d'occupation de ces lits la semaine dernière, et on est à 77% cette semaine. Donc, vous voyez, il y a une forte augmentation, et ce qui fait que la pression sur les urgences et la réanimation est de plus en plus forte. Donc, je vous dirais en résumé que la situation sanitaire, donc vous l'avez compris, ne s'améliore pas. Et donc, il est de notre devoir à tous de bien respecter les consignes. J'en rappellerai certaines tout à l'heure, mais bien respecter les consignes, notamment pour le couvre-feu, pour bien sûr éviter ce confinement que le gouvernement essaye d'éviter à tout prix. Je ne suis pas certain qu'on puisse l'éviter totalement, mais je pense que le gouvernement attend aussi certainement que les vacances puissent arriver. C'est le cas pour certaines zones à partir de ce week-end. Et notre zone à nous sera j'allais dire, en vacances à partir de la semaine prochaine. Ça permettra peut-être d'améliorer les choses. Oui, quelqu'un rappelle aussi que les personnes qui ont aussi des pathologies graves et des affections importantes peuvent aussi se faire inscrire de façon prioritaire. Et donc, Claude Perdron indique qu'il il a réussi à s'inscrire au Muro. Donc, vous voyez, en fait, il faut essayer
de trouver un petit peu les différentes solutions compte tenu de ce contexte de pénurie. Le, le, sur cette situation sanitaire, en fait, un certain nombre de règles, notamment en fait pour les commerces. Je vais les rappeler parce qu'elles sont importantes et je rappelle au tout début qu'il est important de continuer à soutenir notre commerce par tous les moyens, en fait, en allant les voir, vous approvisionner de façon régulière, de façon importante et en évitant d'aller dans les grandes surfaces un peu plus lointaines. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc privilégions vraiment à tout prix notre commerce et je pense que c'est aussi un des enseignements, je pense, de cette pandémie, c'est que le commerce de proximité a encore de beaux jours devant lui à partir du moment où on prend un petit peu soin de s'y rendre. Alors, les règles d'ouverture des commerces, en fait, les commerces ne peuvent plus être ouverts à partir de 18 heures. Alors chacun organise ses horaires d'ouverture du matin, en fait, comme il le souhaite. Beaucoup, en fait, ont renoncé à faire une pause entre midi et deux. Et donc, voilà, 18 heures, les magasins doivent tous fermer, sauf pour ce qui concerne la vente à emporter, mais uniquement via des livreurs. Vous ne pouvez pas aller dans un commerce, dans un restaurant, une pizzeria, après 18 heures vous-même, vous devez faire appel à un service de livraison. Euh, voilà, c'est important. Nous l'avons rappelé aussi au commerce de bien vouloir respecter cette règle. Plusieurs Viroflésiens nous ayant signalé que notamment certaines pizzerias ou chaînes de pizza recevaient des clients particuliers au-delà de 18 heures. Donc il est important que chacun respecte ces règles. Je rappelle aussi que les règles à l'intérieur des magasins, la jauge est de 8 mètres carrés par personne. C'est beaucoup 8 mètres carrés par personne. Et donc ça définit la jauge, c'est-à-dire le nombre de personnes possibles à l'intérieur d'un même magasin. Et le nombre de personnes maximum doit être indiqué à l'entrée de chaque magasin. Donc pour bien faire attention, donc soyez attentifs vous-même lorsque vous rentrez dans un magasin. S'il est possible de compter le nombre de personnes que vous voyez dans le magasin, soyez-y attentifs parce que et puis surtout ne soyez pas collés les uns aux autres. Et puis pour les surfaces qui sont supérieures à 400 mètres carrés, un système de comptage doit être impérativement mis en place par le magasin. Évidemment, c'est aux commerçants de faire respecter les consignes. Mais bien sûr que chacun d'entre nous doit faire tous les efforts pour les aider à faire respecter ces consignes. Faisons ça de façon, j'allais dire, conviviale, bienveillante entre nous. Hein, n'allez pas insulter, n'allez pas voilà, vous emporter contre les personnes ou contre les clients. Vous pouvez rappeler aux commerçants que la règle existe et que c'est aux commerçants de le faire. Frédéric Métero nous indique que dans les boulangeries 8 mètres carrés, c'est loupé. Il y a des boulangeries qui le respectent sans aucune difficulté. C'est parfois compliqué hein, donc à faire respecter pour les commerçants. Mais donc, j'allais dire, pour ceux qui le font moins respecter, en fait, nous avons aussi, nous les avons alertés, nous avons fait un courrier à leur destination pour leur demander d'être attentifs à ce sujet. Évidemment, le port du masque continue à être obligatoire dans tous les commerces et dans tous les équipements publics. Il n'est pas obligatoire, je ne l'ai pas rendu obligatoire à l'extérieur, dans les rues de Viroflay. Beaucoup de personnes me posent la question et beaucoup me remercient de ne pas rendre obligatoire. En l'occurrence, je vous demande bien évidemment, lorsque vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup de monde, même à l'extérieur, en centre-ville ou à l'approche du marché Leclerc ou marché Verdun, par exemple. Évidemment, s'il y a beaucoup de monde, le port du masque est plutôt recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Par contre, il est obligatoire dans les magasins. Et je constate qu'à 99% des cas, j'allais dire, ce port du masque est bien respecté. C'est un réflexe qui est bien acquis. Euh, voilà. Et lorsqu'il y a des files d'attente qui se passent à l'extérieur, surtout en fait, soyez attentifs aux autres qui attendent dans cette liste d'attente, mais également aux passants qui sont sur le trottoir pour éviter de gêner leur circulation.
Je pense notamment en fait au centre-ville. En fait, il y a des files d'attente pour les tabacs, pour certaines boulangeries. Donc soyez très attentifs à à ce sujet-là. Je vous ai parlé de nos commerces. Il y a des commerces qui souffrent beaucoup plus que d'autres actuellement, notamment les restaurateurs. Beaucoup de restaurateurs, sachez-le, font de la vente à emporter. Ils s'y sont mis progressivement et c'est plutôt une bonne chose. Et donc, je vous encourage, chacun d'entre vous, à aller les voir, à venir les rencontrer et aller chercher directement les plats chez eux. Ça leur fera plaisir de vous voir et de voir leurs anciens clients et puis de pouvoir faire revivre un petit peu le lieu, non pas l'intérieur du restaurant, mais en fait les abords du restaurant. Les restaurateurs ont besoin en quelque sorte, que leur solitude soit un peu cassée, en l'occurrence, parce qu'ils se sentent un petit peu seuls. Et on leur a aussi signifié qu'ils avaient la possibilité de vendre leurs produits et leurs plats, s'ils le souhaitent, sur le marché du Euroflé. Voilà, donc pour l'instant, en fait, il y a eu peu d'écho, mais en fait, ils ont la possibilité de le faire. Il faut peut-être le temps que ça se mette en place, hein, mais voilà, ça leur a été signifié. J'ai vu qu'il y avait des discussions sur les pages Facebook de certains que vous consultez régulièrement. Donc, voilà, ils sont théoriquement briefés sur ce point-là. J'en profite, une petite info pour les boulangers. La boulangerie d'Antoine, qui se trouve en bas de la rue de la Côte, en face de la bibliothèque, a fermé il y a maintenant une dizaine de jours, je crois, 10-15 jours, et elle doit rouvrir. Il n'accueillait qu'un seul client dans la boutique en simultané, et elle doit rouvrir, je crois, aux alentours du mois de mars. C'est à nouveau un autre boulanger qui a prévu d'agrandir sa boutique, qui sera certainement donc de ce fait plus conviviale et qui permettra d'accueillir un peu plus de clients à l'intérieur, peut-être de proposer plus de produits. Euh, je continue sur la question des protocoles qui existent avec cette pandémie. Le, je note la question de Manuela de Lambert sur la question des crèches, mais pour tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais rappeler les protocoles dans les différents équipements qui accueillent des enfants, notamment la question des écoles. Il y a maintenant un nouveau protocole. Les protocoles habituels, en fait, pour les enfants sont maintenus. Ce protocole fait que le non-brassage reste totalement d'actualité, le non-brassage des classes autant que possible. Et en fait, nous le faisons en fait par niveau parce qu'il y a aussi une question de place et d'organisation. Et par contre, il y a un nouveau protocole en cas de contamination d'un élève dans la classe. Nous l'avons mis en ligne sur le site de la ville de Viroflay, donc vous pouvez vous y référer. L'éducation nationale est parfaitement au courant. En l'occurrence, je vous le rappelle, en école maternelle, s'il y a un cas avéré d'un enfant dans une classe maternelle, c'est toute la classe qui ferme immédiatement, puisque les enfants en école maternelle ne portent pas de masque. Donc c'est toute la classe qui ferme. Et donc là, ça peut être extrêmement pénalisant parce que c'est du jour au lendemain. Et pour les écoles élémentaires, en fait, il faut qu'il y ait trois cas dans une même classe pour que la classe soit fermée, sauf si on constate que un des cas de contamination est un cas lié à un variant de ce virus. Et dans ce cas-là, en fait, c'est fermeture de la classe dès le premier cas. Donc, vous voyez, en fait, c'est extrêmement contraignant. Heureusement, comme je le disais, les vacances vont arriver en espérant qu'elles ne contribuent pas à la diffusion de ce virus partout en France. Je vais vous rassurer, c'est le fait que si des classes sont amenées à fermer, pour l'instant, nous n'avons pas eu le cas à Viroflay. Je sais que d'autres villes, en fait, ont ce cas et donc sont très embêtées. Mais si ce cas devait se présenter, bien évidemment, pour les familles concernées, il n'y aura pas de facturation des activités périscolaires ou de la cantine du fait que leurs enfants n'auront pas fréquenté ces activités périscolaires ou la cantine du fait de cette fermeture liée à un virus dans la classe. Donc clairement, nous ne pénaliserons pas davantage, bien évidemment, les familles, en fait, elles le seront déjà suffisamment pour devoir garder leurs enfants à domicile, alors que la plupart d'entre vous font du télétravail. Pour les crèches, Non, il c'est y bon, a Laure a répondu.
Oui, mais là, le cas d'un enfant contact, les enfants contact, en fait, généralement, un cas contact, quel qu'il soit, doit s'isoler, doit être isolé, qu'il soit enfant ou qu'il soit adulte, doit être isolé. C'est l'ARS qui se charge, en fait, d'appeler les cas contacts pour leur demander de prendre toutes les mesures nécessaires. Donc, ça veut dire que ce serait un enfant cas contact de quelqu'un qui aurait été contaminé en dehors de la classe. Donc, et dans ce cas-là, en fait, c'est la procédure ARS qui s'applique. Pour les crèches, donc les crèches et le protocole lié aussi aux crèches, il est demandé qu'il y ait au moins 2 mètres, 2 mètres entre chaque adulte lorsque les parents apportent l'enfant, déposent l'enfant dans la crèche ou viennent le reprendre, et également 2 mètres entre les parents et le personnel de la crèche. Donc ça, c'est une règle en fait impérative. Bien que vous soyez masqué, vous avez entendu que la distance de 2 mètres est demandée, même en extérieur, hein, j'allais dire, mais d'où certainement les 8 mètres carrés dans les magasins. Donc respectez bien ces distances. Les transmissions des faits importants de la journée qui ont concerné votre enfant seront quand même faites. Bien évidemment, ce sera un peu moins convivial, mais nous respecterons de cette façon les distances et espérons que nous ne contribuerons pas à diffuser le virus. Les locaux des crèches seront aérés de façon plus fréquente. Et lorsque un cas d'enfant ou d'adulte se présentera dans la crèche, celui-ci doit être déclaré à l'ARS et c'est l'ARS qui décidera avec le préfet si c'est tout le groupe d'âge en fait de l'enfant concerné ou de l'adulte concerné qui doit fermer pour 7 jours et donc chacun doit rester chez lui pendant une quarantaine de 7 jours. Donc vous voyez, c'est une décision qui se fera un peu au cas par cas selon certainement la configuration des locaux et puis je ne sais pas si c'est un degré de contamination. Voilà, c'est l'ARS et le préfet qui prendront cette décision et qui nous sera imposée. Pour l'instant, pour les vacances à venir, les centres de loisirs sont a priori ouverts. Nous avons fait les inscriptions. Donc nous maintenons l'ouverture des centres de loisirs. Comme ils sont assez sectorisés par groupe scolaire, nous essayons là aussi d'éviter le brassage. Ce n'est pas forcément très simple. Peut-être que la semaine qui vient va nous donner d'autres précisions, d'autres mesures à apporter, à mettre en place. Donc, pour l'instant, c'est de cette façon que ça doit se passer. À propos du Covid, quelqu'un demandait à ce que la signalisation du centre de dépistage soit plus claire. D'accord. Alors, il y avait une demande sur tant que je suis sur le Covid, en fait, quelqu'un, je n'ai pas le nom de la personne, qui demandait à ce que le centre Covid de Viroflay soit indiqué de façon plus marquée. Voilà, c'est Pierre Peter. Qui demandait pourrait-on mieux signaler le centre de dépistage et mettre un bandeau défilant de signalement sur le site de la ville en indiquant le lieu, difficile d'y trouver l'information. D'accord, donc je verrai donc avec mon service communication pour faire en sorte que ce soit bien signalé. Mais si vous avez l'application Tous Anti-Covid, je crois que ce centre de dépistage est indiqué sur l'application comme tous les centres de dépistage et le centre fonctionne très bien avec le laboratoire de Viroflay. Donc là-dessus, on essaiera d'améliorer la visibilité de ce centre à la fois sur nos supports numériques et peut-être sur place. Voilà, où j'ai parlé des boulangers, donc il y a un échange là entre certaines personnes sur une boulangerie donc, que nous avons aussi, à laquelle nous avons adressé un courrier pour leur demander de respecter le plus possible en fait ces contraintes qui s'appliquent à tous hein, en l'occurrence. Je reste sur j'ai fini cette page Covid et pandémie en fait sur les impacts de ce virus sur notre vie quotidienne. Si vous avez des questions, nous pourrons peut-être, j'y répondrai peut-être ultérieurement.
notamment en fait, même Achard de la Vente qui nous dit peut-être que sur les panneaux d'affichage de la ville, on peut indiquer le centre de dépistage. Oui, on peut effectivement mettre des petites affichettes pour le signaler. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais en fait, je demanderai, je ne sais pas si Vincent Guillon, mon adjoint à la communication, nous suit, mais ça peut être, une idée, en tout cas, d'accentuer notre l'information sur le centre de dépistage. Ah, mais c'est bien, je vois les pseudos de certains. Je vois qui est non, Pierre Peter. Oui, oui, en fait, le centre de dépistage, je le confirme, en fait, est très bien et très rapide. Sans rendez-vous, ça se passe très, très bien. Mais c'est encore du dépistage avec les couvillons dans le nez, donc c'est pas les tests salivaires ne sont pas encore arrivés. Il y a une autre question, je vois sur les questions de cas contact, la facturation, il y a une procédure à faire. Voyez avec le service scolaire, je ne peux pas vous répondre immédiatement. Après, je ne pense pas que ce soit quelque chose au cas par cas. Nous verrons cela. Voilà, voyez avec le service scolaire en fait pour la réponse à cette question que je ne peux pas vous donner précisément maintenant, mais on essaiera peut-être de la mettre aussi sur le site et sur Facebook pour vous en informer. Voilà, donc j'attends aussi vos questions. J'ai d'autres petits sujets que je peux aborder en attendant les questions. Alors il y a oui, il y a Féti en fait qui habite le quartier Verdun et qui parle de questions de sécurité, qui nous indique qu'il y a des bandes qui tournent sur le quartier Verdun et qui génèrent un sentiment d'insécurité. C'est plus un sentiment d'insécurité qu'une réelle insécurité. Mais néanmoins, nous sommes attentifs à cette question. Et je sais que c'est une série de jeunes qui, j'ai qualifié de jeunes parce qu'on les a clairement identifiés, et qui notamment font un peu de deal de produits stupéfiants, on va dire ça comme ça. Et donc nous les avons identifiés et nous avons mis en place des contrôles, des patrouilles de la police municipale. Notamment, c'était beaucoup le soir. Là, en l'occurrence, le soir, à partir de 18h, il y a le couvre-feu. Là, ça nous aide bien. Mais la police municipale, qui maintenant est dotée d'une brigade de soirée, passe de façon très régulière. Je peux vous dire que ça perturbe la fameuse petite bande. C'est une bande d'une demi-douzaine de personnes, hein, généralement, mais qui ne sont pas forcément très agréables à croiser, j'en suis conscient. Donc ça les perturbe, et je sais que certains d'entre eux ont déjà eu affaire à la police nationale, ont été convoqués à plusieurs reprises pour des cas ou des griefs divers et variés. Donc nous y sommes très attentifs, et c'était aussi l'objectif de créer cette brigade de police municipale de soirée qui tourne relativement tard le soir, y compris certains samedis, en fait, encore plus tard que les jours de la semaine. Euh, donc, voilà pour la réponse à Féti. Une information que je voulais vous donner sur les rythmes scolaires. Donc, on change de sujet. Vous vous souvenez que si vous êtes parent, vous avez répondu à un questionnaire, à un sondage, une enquête sur le rythme scolaire. Et donc, je vous remercie les uns et les autres parce que vous avez été plus de 85% des parents concernés à voter. Donc, près de 1700 votants, je crois, d'après mon souvenir. Et donc, le résultat était extrêmement serré. Nous nous y attendions à ce qu'il soit serré, mais pas à ce point-là. Et donc, puisque c'est par 9 voix, vous voyez, sur près de 1700 votants, à 9 voix près que la semaine de 4 jours a été décidée par vous-même. Donc, nous travaillons donc pour la mettre en place, la remettre en place, puisqu'elle existait il y a quelques années sur le reflet, et nous la remettrons en place en septembre, comme nous nous y étions engagés. Et c'est aussi ça la question de
la démocratie, hein, lorsque nous faisons un vote à une voix près, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous ont manifesté que c'était un écart trop faible pour prendre une telle décision, mais c'est ainsi que c'était annoncé et nous ne ferons pas autrement. Ça a été travaillé largement en amont avec les parents d'élèves, les représentants de parents d'élèves et également les élus des listes d'opposition de Viroflay pour faire en sorte que ce mécanisme soit non contestable en l'occurrence. Et travailler à ce retour à la semaine de 4 jours va devoir aussi impliquer un travail avec tout le secteur associatif, sportif, culturel, pour réadapter l'ensemble des plannings, notamment les plannings d'utilisation des salles de sport notamment, mais des autres salles associatives. Donc c'est un gros travail qui nous attend et qui attend l'ensemble du secteur associatif. Sachant que nous reviendrons dans la norme, puisque je crois savoir qu'il y a à peu près 80 ou 90% des villes qui sont revenues à la semaine de 4 jours, qui, je rappelle encore, je n'arrête pas de le rappeler, mais je rappelle, c'est la semaine de 4 jours et le système dérogatoire. Aucune loi n'a changé le fait que c'était 4 jours et demi qui était la règle. Alors, je vois une question de Mme Cathiou. Est-ce qu'avec le retour à 4 jours et l'ouverture de centre aquatique des Vertisettes, la nation reprendra pour les élèves des écoles de Viroflay? Bien évidemment. Si nous avons décidé de reconstruire une piscine moderne, c'est bien pour en faire bénéficier nos enfants et les familles de façon générale, mais les enfants des écoles retourneront bien évidemment à la piscine. C'est une question qui a été et travaillée avec l'inspectrice, avec Pauline Biodel, l'adjointe à la partie à tout scolaire. Et donc, un planning sera établi pour faire en sorte que les enfants des écoles élémentaires puissent bénéficier de cette très belle piscine dont vous avez pu découvrir certaines images si vous avez regardé ma vidéo des vœux. Voilà, donc ils y retourneront, nous devons établir les plannings, donc pour l'instant ça n'est pas encore défini. Euh, Voilà pour cette question à laquelle j'ai répondu. Je vois une question de Gaël Voitelier. Vous avez un rapport avec Thierry Voitelier, qui était maire adjoint à Versailles avant? Je crois que c'est Thierry, oui. Euh, voilà, une réunion sur les grands projets. Comment avancent ces idées d'aménagement, place de la fête, pistes cyclables, sécurisation entre le tennis et la gare. Donc il y a un certain nombre de sujets. Puisque vous faites référence à cette réunion sur les grands projets, je le redirai tout à l'heure, mais nous tenons lundi soir une réunion publique, comme nous le faisons habituellement à cette période-là. Mais cette réunion publique, évidemment, ne se fera pas en présentiel. C'est une réunion publique que je tiendrai avec un certain nombre de mes élus en distanciel sur Zoom. Vous avez sur le Facebook et sur le site de la ville, en fait, toutes les informations pour vous brancher lundi soir à 20h pour cette réunion publique et nous parcourrons l'ensemble des projets les plus importants en fait de Viroflay. Là aussi, nous pourrons prendre certaines de vos questions à laquelle nous répondrons comme nous le faisons habituellement en fait en fin de cette réunion publique sur les différents sujets que nous aurons pu aborder. Donc, je ne vais pas forcément aborder toutes les sujets que vous évoquez ici, en fait, la passerelle au-dessus de voie ferrée, et tout ça, mais c'est un sujet que nous pourrons aborder lundi soir et de façon plus précise si vous le souhaitez ultérieurement. Je ne vais pas quand même dévoiler tout ce qu'on va dire lundi soir, parce que j'espère bien qu'il y aura du monde ce lundi soir. C'est la première fois que nous ferons une réunion publique en visioconférence. Et donc, voilà, j'espère que tout se passera bien. En tout cas, nous l'avons préparé avec sérieux. Sur deux, trois autres informations avant de prendre d'autres questions qui pourraient arriver. J'ai aussi été saisi par certains habitants du Reflet, notamment par le Clos Saint-Mégor, sur des dysfonctionnements que vous constatez encore sur la Poste. Et donc j'ai convoqué le responsable de la Poste qui devrait très prochainement
euh, venir, venir me voir pour justement évoquer ces dysfonctionnements et voir comment ils peuvent être améliorés. Je sais que ça n'est pas homogène selon les quartiers. Certains quartiers sont plutôt bien traités en quelque sorte et d'autres le sont moins. Donc c'est peut-être aussi une question liée au personnel qui apporte les courriers. Euh, oui, effectivement, la bibliothèque reste ouverte et elle accueille toujours sympa, mais effectivement, elle est vide, contenu et triste, effectivement. C'est dommage d'avoir un équipement qu'on ne peut pas ouvrir. C'est comme la galerie L'Écule France, hein. On est bien désolé parce on a une exposition qui n'attend que vous, les uns les autres, et donc elle est superbe cette exposition. Donc voilà, dès que ça pourra ouvrir, j'espère bien que vous pourrez venir nombreux dans les équipements culturels. On a besoin de vous et ces équipements ont besoin de vous. Les artistes surtout ont besoin de vous et de montrer l'étendue de leur talent. Voilà, sur la question de la poste, j'en ai parlé. Euh, un point aussi en fait que je voulais vous signaler, j'ai vu des choses, euh, j'ai vu des choses. C'est assez marrant quand même de faire des lives parce que il y a des échanges assez intéressants. Euh, Salut papa, je suis en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. J'aimerais échanger avec vous. Et Isabelle Gun qui me demande si j'ai un fils ivoirien. En l'occurrence, non. Je n'ai pas de fils ivoirien, enfin je ne pense pas. Non. Et donc, c'est très drôle. Là. Ce n'est pas quelqu'un qui propose ses services comme marabout. Mais, voilà. Je reviens en fait à une question en fait qui est parfois assez agaçante et qui est la question à nouveau des incivilités, notamment des encombrants. Il y a eu les encombrants en fait qui sont passés cette semaine entre mercredi pour la rive gauche et jeudi pour la rive droite. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que certains en fait, mettent des encombrants qui ne sont pas prévus dans le, qui ne sont pas prévus, j'allais dire, à être ramassés, notamment les déchets électriques, ce qu'on appelle les D3E, les déchets électriques. Quelqu'un a pris une photo d'un déchet électrique qu'il avait mis sur le trottoir en disant voilà, vous pouvez venir le chercher, il n'y a pas de problème, il est à votre disposition. Et quelqu'un disant mais attendez, les déchets électriques ne sont pas à mettre sur le trottoir parce qu'ils ne sont pas ramassés par les encombrants. Et la même personne qui avait déposé disait mais si, en fait, parce qu'il y a les Roumains qui passent avec leur camionnette pour ramasser les déchets électriques. Je dis non. Non, non, ça, les Roumains, effectivement, certains tournent avec leur camionnette d'Enviroflay et en ramassent certains, mais ils ne ramassent pas tous les déchets électriques, ils ne ramassent que ceux qui les intéressent, et ce qui fait qu'il reste des déchets électriques, en l'occurrence, entre autres, sur le trottoir une fois que les encombrants officiels sont passés. Et donc, il n'est pas question que vous déposiez des déchets électriques, parce que ça peut aussi également inciter d'autres personnes à le faire. Donc soyez, s'il vous plaît, les plus respectueux possibles des règles, parce que si on commence à faire n'importe quoi, eh bien, on va devoir faire du ramassage de façon quotidienne, et tout ce qui n'est pas ramassé par Versailles Grand Parc devra être ramassé par les services techniques de la ville, et ça nous coûte plus cher. Et donc, voilà, soyez un peu civique dans votre comportement. Et si vous avez un voisin qui a déposé quelque chose, un déchet qui n'est pas ramassable, par les encombrants, ben, vous pouvez lui signaler, il le rentrera et il ira le porter à la déchetterie. Je vous rappelle qu'une déchetterie a ouvert à Buc en début d'année 2020 et qu'elle est tout à fait moderne, agréable, pas loin du reflet, en une quinzaine de minutes vous y êtes. Donc vraiment, je vous demande de faire cet effort. Nous travaillerons là-dessus avec un petit groupe de Virofésiens qui s'est constitué pour travailler sur la question des incivilités. Donc nous les avons déjà rencontrés et nous avons déjà commencé à mettre en œuvre certaines actions. Pareil, en fait, lorsque vous mettez un sapin, alors que les sapins, c'était le 11 janvier qu'ils étaient ramassés, j'ai encore vu des sapins qui sortaient la semaine dernière. Si le sapin n'est pas ramassé, ça veut dire que, a priori, il n'était pas ramassable. Donc, rentrez-le chez vous si vous avez un jardin.
vous le découpez, vous mettez dans votre container déchets verts, et à partir du mois de mars, lorsque la collecte des déchets verts se refera, ben, il sera embarqué. Mais soyez vraiment attentifs à tout ça parce que ça n'est vraiment pas agréable. Pareil pour les gravats ne sont jamais ramassés. Sur les pots de peinture ne sont non plus jamais ramassés. Donc, et combien j'en vois dans la semaine des gravats, des pots de peinture qui restent, et surtout les pots de peinture qui ne sont pas entièrement vides, la plupart du temps, ils finissent sur la chaussée avec des magnifiques traînées sur les chaussées. Parfois, ce sont des chaussées toutes neuves. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, voilà, je vous demande vraiment d'y être très, très attentif. Euh, voilà, c'est assez intéressant aussi les réseaux sociaux de les suivre parce que j'ai regardé aussi, nous avons mis un post Facebook cette semaine et qui signalait que Viroflay avait à nouveau obtenu dans le trophée Ville Internet 3 arrobases. Donc vous savez, c'est un peu comme les fleurs pour les villes fleuries. Et ces 3 arrobases sont attribuées euh, pour la qualité de nos supports numériques. Alors on peut encore faire mieux puisqu'il existe du 4 et du 5 arrobas, il me semble. Mais surtout, en fait, ce trophée ne récompense pas la couverture fibre de la ville. C'est bien uniquement pour les services numériques qui sont mis en œuvre par la ville. Donc, la couverture fibre n'est pas le sujet de la ville. Nous y sommes attentifs. Nous avons régulièrement des contacts avec Orange qui fait le déploiement de la fibre et qui nous a indiqué avoir pratiquement fait le déploiement sur l'ensemble de la ville de Viroflay. Simplement, si votre immeuble n'est pas connecté, n'est toujours pas connecté, cela signifie que peut-être que votre bailleur social ou alors votre copropriété n'a pas autorisé le déploiement par Orange. Je sais que certaines copropriétés n'ont pas n'ont pas autorisé le déploiement de la fibre dans leur immeuble. Donc, vous voyez avec votre syndic, avec le conseil syndical, mais là, pour le coup, Orange ne peut pas déployer si ils n'ont pas eu l'autorisation de le faire. C'est un des sujets qui fait que certains secteurs ne sont pas connectés. Il peut arriver parfois que des difficultés techniques ne permettent pas de connecter telle ou telle maison. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, à chaque fois que c'est arrivé, ça nous était signalé. Nous le signalions à Orange et nous essayons de voir ensemble en fait la façon de régler au mieux cette question en évitant de faire du génie civil, en recreusant des tranchées pour le faire. Euh, donc voilà, je vous laisse échanger aussi entre vous parce il y en a certains qui apportent des réponses aux questions qui ont été posées. Donc c'est bien aussi le dialogue, c'est important aussi, même s'il y a de la distanciation physique, la distanciation sociale ne doit pas exister. Nous devons maintenir le dialogue entre nous, y compris par les réseaux sociaux. Je vous demande simplement, je l'ai déjà fait, hein, je sais, mais je vous demande simplement de faire attention à la façon dont les uns et les autres se répondent sur Facebook, voire sur Twitter, parce que parfois je vois des remarques ou des commentaires qui sont parfois assez incisifs. Voilà, ce n'est pas l'objet de ce genre de réseau. Je pense il faut garder toute la bienveillance qui s'impose dans ce cas de figure. Sur Orange, Monsieur Météro, je ne sais pas, quand vous dites qu'il faut à Orange plus de 10 mois pour agir dans un immeuble une fois qu'elle a eu l'autorisation, bah, donnez-moi peut-être un exemple précis, j'irai voir avec Orange, mais je sais que Orange s'est pas mal battu avec certaines copropriétés euh, et qui tardaient à donner des réponses ou qui ont donné des réponses négatives. Donc là, pour le coup, tout n'est pas de la responsabilité d'Orange. Et je vous rappelle qu'au départ, c'était Free, hein, ou non, SFR, pardon, SFR qui devait faire le déploiement sur Viroflay. SFR a laissé tomber ce marché qui lui avait été attribué par l'État. Et donc, c'est Orange qui a dû reprendre ce déploiement. Voilà ce point. Je vous rappelle qu'on avait fait aussi une réunion publique lorsque nous étions autorisés à faire les réunions publiques en présentiel avec Orange qui avait pu expliquer la façon dont tout cela devait se passer. Euh, sur les sujets que j'avais à vous indiquer, j'ai à peu près fini ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas commencer
à parler de la réunion de lundi, mais je vais vous inviter à nouveau à être présent lundi soir à 20 h pour cette réunion sur les grands projets. On parlera un tout petit peu de finances, très très peu, un petit peu de quotidien et puis les différents grands projets. Il y en a pratiquement une dizaine que je voulais vous présenter, des projets pour 2021, mais également les années suivantes, puisque bien évidemment, lorsque ce sont des projets d'envergure, il faut plusieurs années pour les réaliser. Je reviens un tout petit peu parce qu'on en est on a 45 minutes, donc si j'attends de voir si d'autres questions, vous avez d'autres questions à me poser. Je revois que euh, si, bah voilà, une question qui vient d'arriver. Les travaux SNCF de la gare gauche avancent-ils dans les temps? La réponse est oui. Ils sont dans les temps. On voit que les choses s'améliorent puisque la gare est dotée progressivement, la gare rive gauche, dotée progressivement de ces ascenseurs et qui sont arrivés en cours de semaine, avec là aussi des travaux de nuit parce qu'il fallait interrompre la circulation des trains puisque les ascenseurs passaient avec une grue au-dessus des caténaires. Et donc les prochaines étapes sont en février et mars pour l'installation des escaliers mécaniques au niveau entre les quais et la passerelle. Quand je dis la passerelle, c'est la passerelle côté gare, bien évidemment. Donc là aussi, ce sont des travaux qui se feront de nuit ou sur certains week-ends, mais ça avance plutôt bien et c'est très visible là, maintenant l'avancée des travaux. Euh, je vois une autre. Alors, une question. À quand une installation de vidéosurveillance aux abords du tunnel piéton de l'arrêt de droite? Les murs sont censés être tagués et j'imagine que c'est un budget pour la commune. En fait, le budget pour la commune, c'est le fait que nous repeignons régulièrement les murs euh, de, de ce tunnel. Malheureusement, alors il y a des caméras de surveillance vidéo dans le quartier en amont et en aval de ce tunnel, mais malheureusement, on ne peut pas mettre de caméra de vidéo dans ce tunnel du fait qu'il est très bas de plafond et donc les caméras seraient inexorablement soit détruites, soit endommagées. J'ai un exemple en fait d'Enviroflame, nous avons installé une caméra mobile et la caméra mobile a été taguée 2 fois, alors qu'elle se trouve en hauteur pratiquement, je veux dire, 4 ou 5 mètres de hauteur. Et donc, des personnes que nous avons vues venir sur les images enregistrées, des personnes sont venues taguer cette caméra, mais elles étaient masquées, cagoules, évidemment. Donc, impossible d'identifier les personnes de façon parfaite. Donc oui, nous repeignons régulièrement. Parfois, il y a des messages dans ce tunnel, des messages plutôt sympathiques ou poétiques. Parfois, ce sont des messages totalement incongrus, voire insultants, voire grossiers. Et voilà. Donc, nous n'avons pas beaucoup de solutions. La solution de faire une fresque comme nous l'avons faite au niveau du pont de la Chapelle n'est pas possible du fait que ce tunnel, en fait, il y a beaucoup d'humidité en fait sur les murs de de ce tunnel, et donc la peinture ne tiendrait pas. Et donc, il faut essayer de trouver d'autres solutions, mais comme il est bas de plafond et assez étroit, c'est assez compliqué. J'ai une autre question qui m'arrive de Mme Catio sur la modification numéro 4 du PLU. Oui, effectivement, elle a été votée par le conseil municipal. Elle a été votée, je crois, avec 4 abstentions. Et les autres ont émis un avis favorable, les autres conseils municipaux, y compris d'une liste d'opposition. Et donc, cette modification du PLU, en fait, il y a, je crois, à peu près un mois avant qu'elle soit effective. Et donc, on la mettra bien évidemment sur le site de la ville dès qu'elle sera en vigueur. Mais elle a été disponible largement au moment de la partie de la période d'enquête publique qui s'est déroulée au mois de novembre. Une question sur la rue Chanzy et les trottoirs de la rue Chanzy.
on nous signale que la circulation est difficile pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. C'est une vraie question. Il se trouve que beaucoup de rues dans ce quartier-là ont été refaites, leurs trottoirs refaits notamment. Je parle de la rue Carnot, de la rue Victor Hugo, de la rue Pasteur. Et nous avions envisagé à l'époque, quand je dis l'époque, c'était il y a quelques années déjà, de refaire également la rue Chanzy et la rue Lamartine pour pouvoir avoir des trottoirs confortables pour des fauteuils roulants, les poussettes, pour les personnes qui ont une largeur un peu plus importante, qui nécessitent une largeur un peu plus importante de trottoir. La réfection de ces trottoirs passait forcément, et là c'est inévitable, passe forcément par l'abattage de l'ensemble des arbres de Cyrus. C'est ce qui a été fait sur les 3 rues que je vous citais tout à l'heure, parce que ce sont les arbres de ces rues, qui commencent à être anciens pour la plupart, en fait, qui dégradent le trottoir avec leurs racines qui sont superficielles. Et donc, nous ne pouvons pas rénover les trottoirs sans abattre les arbres. Et à l'époque, je sais qu'une pétition a été faite rue Chanzy pour ne pas abattre ces arbres-là, même si certains étaient malades. Donc, ces arbres malades ont été abattus. Mais comme ce sont des arbres par-ci par-là, nous n'avons pas pu refaire le trottoir. Donc, nous reviendrons certainement vers vous parce que je pense qu'il est plus important, à mon avis, de refaire des trottoirs accessibles facilement que de garder des arbres qui posent problème pour le trottoir. Comme vous l'avez remarqué, les rues qui ont été refaites ont à leur tour été replantées d'arbres de taille suffisamment importante. Mais bien évidemment, ça change un peu le paysage. Donc, c'est une question aussi à régler. Si tous les habitants de la rue Chanzy sont d'accord, eh bien écoutez, nous on revient vers vous et on programme la rue Chanzy en réfection au total. Mais je n'ai aucun problème par rapport à cela, de même que la rue Lamartine, sur laquelle on a aussi quelque chose à faire et qui dessert bien sûr une école maternelle. Euh, Christiane Duvernay me demande ce que je pense des perruches. Et les fameuses perruches vertes, je crois que ça s'appelle des perruches à collier, en l'occurrence. Alors, heureusement, nous ne sommes pas dans la même situation que la ville de Chaville. La ville de Chaville, du côté du carrefour du Puy-en-Velin, ce sont des centaines et des centaines de perruches qui y ont élu domicile, notamment dans les arbres. Et regardez un petit peu les voitures qui sont sous ces arbres, sous ces platanes de l'avenue Roger Salingro, en fait, sont maculées de fientes de perruches. Ces perruches font un bruit infernal à certains moments. Elles sont très jolies à voir, ça, il y a pas de doute, mais je n'en pense pas que du bien. Malheureusement, en fait, il n'est pas possible comment dirais-je, de réguler leur population, on va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, ce n'est pas autorisé. Elles ne sont pas considérées comme étant des animaux nuisibles. Et n'étant pas nuisibles, en fait, nous ne pourrons pas avoir d'action aussi forte ce que nous souhaitions pour arriver à réduire leur nuisance. On avait le même type de questions sur les pigeons. Les pigeons, nous avons quelques solutions, mais là, en l'occurrence, sur les perruches, c'est pas très facile. Monsieur Perdon, quand on parle d'abattage d'arbres, quel est votre avis sur le projet du département d'abattre 160 arbres? Je vais vous dire une chose, ce que j'en pense réellement. Nous aurons le même type de problème sur Viroflay à partir du moment où nous voulons faire de la place pour tous les usagers du domaine public, notamment les vélos, et les voitures, et le stationnement, et les piétons. La question de la position des arbres dans nos avenues, en fait, est une vraie question et qui est un peu insoluble. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas concernés. Sur Chaville, en fait, ils mènent leur vie. Ils sont avec le département des Hauts-de-Seine qui a ce projet d'aménager la 910, la RD 910 entre Sèvres et Chaville. Je vais vous dire quand même une autre chose, c'est que euh, les arbres, un arbre, ça vit et ça meurt. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que des arbres pratiquement de 100, 150 ou 200 ans allaient être coupés pour refaire la flèche
la flèche de Notre-Dame de Paris et peut-être également la charpente. Donc, les arbres peuvent être, à mon avis, en fait, coupés et remplacés par d'autres. Il faut les remplacer par d'autres. Les remplacer par d'autres qui ne soient pas tout petits, mais certainement de taille un peu plus importante. Et pour faire en sorte que les nouveaux arbres qui vont être plantés puissent vivre et apporter de la fraîcheur, apporter tout l'agrément nécessaire lié à cette verdure, puisse l'apporter pour les 50 ans à venir. Les platanes qui existent le long de l'avenue ne dureront pas, je vous le dis tel que je pense, hein, ne dureront pas éternellement. Et vous voyez bien, en fait, dans certains endroits, je prends devant la boulangerie Bourgogne, par exemple, il y a des tours d'arbres qui commencent déjà à se soulever du fait des racines. Et donc, les arbres sont gênants. Les platanes sont très bien le long des départementales en province, en pleine campagne. Dans des villes, ça n'est pas forcément, en tout cas, ces essences-là ne sont pas les idéales. Et je peux vous le dire, effectivement, comme le dit Pierre, les arbres qui sont plantés à la place d'autres qui ont été abattus poussent très bien et agrémentent le paysage et, de façon, j'allais dire un peu variée, parce que dans tout le quartier du Louvre, en fait, il y avait une seule essence d'arbre et nous avons planté d'autres essences qui permettent de varier les rues et puis de varier lorsqu'il y a aussi une épidémie qui s'abat sur certaines espèces d'arbres. Ça permet aussi d'éviter que toutes les autres rues soient concernées par cette épidémie. Vous savez ce qu'il en est des épidémies, hein. Donc, voilà, donc j'ai essayé de répondre un peu à toutes les questions qui m'ont été posées. Je vous ai apporté quelques éléments de compréhension de la situation actuelle. J'espère évidemment que tout se passera bien pour vous, pour vos proches, parce que c'est ça aussi, hein, la période que nous vivons et ce virus, en fait, a des conséquences fortes sur la question de la santé, sur la question économique. Donc merci à vous d'être attentifs à tous ces protocoles qui existent. Ils ne sont pas faits pour nous embêter les uns les autres, ils sont faits pour faire en sorte que nous puissions nous en sortir le plus vite possible. Merci à vous tous d'être attentifs et je vous donne rendez-vous à nouveau, après vous avoir souhaité un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous à nouveau donc ce lundi soir à 20h c'est une réunion par Zoom et donc pour parler des grands projets de la ville de Viroflay et des années suivantes. C'est une réunion publique qui remplace en quelque sorte la réunion des vœux que nous faisons habituellement en janvier et dans laquelle je décline aussi l'ensemble des projets que nous envisageons pour l'année et les années à venir. Voilà. Merci à vous tous et excellent week-end. J'espère ensoleillé, mais c'est pas forcément gagné en tout cas. Voilà. À très bientôt. Au revoir.